chapitre 18, partie 3. Nous allons maintenant nous intéresser à la crise économique 2020, la crise actuelle. Donc je vais commencer par un constat de départ. Voilà, un constat de départ qui va s'intéresser à la croissance du produit intérieur brut. Donc je parle bien de croissance, ça veut dire que logiquement le produit intérieur brut va augmenter régulièrement chaque année. L'idéal serait qu'il augmente d'un peu plus de 2%. Vous voyez ici pour la France, on a plutôt été en dessous de 2% pendant de nombreuses années. En 2017, c'est un petit peu mieux passé, vous voyez. Par contre, en revanche, dernièrement, ici fin 2019, on était plus proche des 0% que des 2%. Si je prends l'Allemagne, ça s'est un petit peu mieux passé. On a une croissance qui est un petit peu plus forte. En revanche, ici, à la fin de l'année 2019, la croissance s'est fortement ralentie. On est aussi proche des 0%. Concernant la zone euro, c'est, on va dire, un petit peu mieux parce qu'on a souvent dépassé les 2%, notamment tiré par l'Allemagne. Mais en revanche, dernièrement, la croissance, elle aussi, avait baissé, avait faibli. Pour les Américains, on a souvent été au-delà des 2%, régulièrement autour de 3%, on a même approché les 5%. Vous voyez, on a même parlé à un moment qu'il y avait une surchauffe de l'activité économique aux États-Unis. Et en 2019, fin 2019, ils étaient encore un peu au-delà des 2%. Ce qui veut dire que si une crise économique arrivait, ils étaient un petit peu mieux armés que l'économie européenne. Alors, pour le Japon, vous voyez, c'est vraiment pas régulier, hein, ça monte, ça descend. Et pour finalement, ici, là en dessous des 0%, ce qu'on appelle être en récession. La croissance est négative. D'accord? Donc, eux, ça ne va pas du tout chez les Japonais. Pour la Chine, c'est pas génial non plus. Il y a de la croissance, vous voyez, souvent autour des 1,5%, mais c'est quand même relativement faible, hein. Si je recule un petit peu plus au niveau de la Chine, si je recule en 2016-2015, on était quand même au-delà des 3% facilement. Donc vous voyez, la croissance a tendance à baisser en Chine. Et puis là, si je regarde ici en février-mars 2020, je ne l'ai pas mis, je l'ai effacé, mais on serait carrément ici pratiquement à moins 8%. Alors c'est logique, puisque la crise sanitaire a d'abord touché la Chine. Donc janvier-février, leur activité s'est totalement arrêtée, ce qui explique que la croissance du PIB est fortement chutée ici. Au niveau des finances publiques, eh bien, c'est pas terrible pour la France. On est toujours à un solde des finances publiques négatif. Voilà, alors que les Allemands, eux, en revanche, sont dans le positif. Ce qui veut dire que la dette publique française, vous voyez, elle est très importante. Elle est au-delà des 100% au troisième trimestre 2019, alors que chez les Allemands, elle est pratiquement à 60%. D'accord? Nous verrons plus tard dans notre énoncé, dans notre chapitre, que pour respecter les critères de Maastricht, pour pouvoir disposer d'une monnaie commune comme l'euro, il faut absolument avoir une dette publique inférieure à 60%. Les Allemands sont en train d'essayer de respecter cette règle, alors que nous, Français, on s'en éloigne très fortement. Au niveau des Américains, alors là, c'est vraiment terrible. Eux, ils vont de record en record au niveau des déficits publics. Ils ont une dette publique qui est énorme. Vous voyez le montant qui est ici. Franchement, chez eux, c'est horrible. Mais leur économie, on va dire, tourne bien, malgré cette énorme dette publique. Voilà, donc au niveau des dettes d'administration, vous avez ces différents schémas. Vous voyez que pour la France, qui est ici, on va dépasser les 100% de dette des administrations publiques, alors que l'Allemagne, elle est beaucoup plus rigoureuse. Elle a réussi à réduire cette dette. Si je regarde ici, donc les Américains, ça augmente petit à petit, hein, ils sont au-delà des 100% aussi. Par contre, au niveau des Japonais, alors là, ça a explosé. Vous voyez l'échelle, on est au-delà des 200%. Indicateur de confiance dans l'industrie, c'est au niveau de l'offre. Est-ce que les producteurs ont confiance dans l'avenir? Vous voyez que c'est pas génial. Donc ici, on est en plein dans le Covid, donc forcément, avec le confinement, ça a chuté. Mais même avant, vous voyez, en mars 2017, comme par hasard, on avait un taux de croissance qui était important et un moral des entrepreneurs qui était important. Ici, c'est plutôt l'inverse. Ça diminue petit à petit. Et puis là, c'est terrible. On est carrément dans un territoire négatif. Voilà, le taux de chômage a tendance à baisser. Alors, une chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que si on regarde, si je reviens un petit peu en arrière, que je regarde d'ici,
les taux de croissance du PIB, il faut savoir que lorsque le taux de croissance du PIB est en dessous d'environ 2%, le chômage a tendance à augmenter. Et lorsqu'il est au-dessus des 2%, le chômage a tendance à baisser. Donc je peux aller sur Internet et vous montrer, voilà, je pense que vous voyez, ce qu'on appelle la loi d'Okun. C'est un économiste. Cette loi-là, en fait, nous dit voilà, que si le taux de chômage est inférieur à 1,5, pardon, si le taux de croissance est inférieur à 1,5%, le chômage aura tendance à augmenter. Et à l'inverse, si c'est au-delà des 1,5% de croissance, le chômage aura tendance à diminuer. Alors, on dit 1,5, ça dépend des pays. Moi, souvent, quand je fais mes cours, je dis que c'est 2, autour de 2%. Donc, il faut absolument qu'on arrive à dépasser ce 2% de taux de croissance du PIB pour réussir à faire baisser le taux de chômage. Alors, pourquoi on dit 2%? Pourquoi on ne dit pas 1%? Parce qu'on va dire que s'il y a 1% de croissance, l'économie se porte bien, d'accord, le PIB a augmenté, donc logiquement, le chômage devrait baisser. Non, pas forcément, tout simplement parce que peut-être qu'on produit plus, mais pourquoi on produit plus? Peut-être que c'est grâce à davantage de machines qui ont été utilisées. Donc, s'il y a davantage de machines, c'est pas pour autant que le chômage va baisser. Ou alors, c'est simplement parce que les salariés qui sont déjà en place, les ouvriers qui sont déjà en place, auront amélioré leurs compétences et auront une meilleure productivité. Donc, ils produisent peut-être plus, mais en quantité, il y a toujours le même nombre de salariés. Pour vraiment que le chômage baisse, il faut qu'on dépasse les 2%. Comme vous avez pu le constater, nous avons des grands pays industrialisés qui sont très lourdement endettés, hormis l'Allemagne qui se désendette petit à petit, les pays comme la France, comme l'Espagne et surtout les États-Unis ou le Japon sont fortement endettés. Voilà. Ensuite, nous avons des taux de chômage qui ont fortement baissé dans les grands pays, notamment l'Allemagne et les États-Unis, et dans d'autres pays comme la France où ça baisse, mais on n'est pas encore arrivé à des taux comme l'Allemagne ou comme les États-Unis. Si je reprends le petit schéma qu'on a ici, vous voyez, que ce soit l'Allemagne ou les États-Unis, ça baisse fortement. En revanche, si on prend la France ou la zone euro, ça baisse. Vous voyez, on est en dessous des 8%, mais on n'a pas encore atteint pratiquement les taux qu'on peut appeler des taux de plein emploi autour de 3%. Intéressons-nous maintenant à l'Union européenne et particulièrement à la France. Alors, quand je parle de l'Union européenne, c'est un peu une erreur de langage puisque vous voyez, je parlais de la BCE, la Banque centrale européenne. Or, la Banque centrale européenne, c'est pas elle qui gère la zone, enfin qui gère l'Union européenne. La Banque centrale européenne s'occupe en fait des pays de la zone euro. Donc, si je prends par exemple la Suède fait bien partie de l'Union européenne, mais elle n'est pas à l'euro. D'accord? Donc, la BCE s'occupe des pays comme le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie ou l'Allemagne, ça, il n'y a pas de souci. Alors, le rôle de la BCE, voilà, c'est de notamment définir les taux directeurs. Alors, ces taux directeurs, donc, la Banque centrale européenne, c'est la banque des banques, si on peut dire. Donc, elle va venir aider au financement des banques qu'on appelle de second rang, des banques commerciales. Alors, les banques commerciales vont venir demander à la BCE, par exemple, de prêter de l'argent sur 24 heures. C'est ce qu'on appelle les prêts marginaux au jour le jour. Donc voilà, je suis une banque commerciale, je suis par exemple le Crédit Agricole, il me manque des liquidités, donc je demande à la BCE de me prêter de l'argent sur 24 heures. Je devrais payer, vous voyez, 0,25% d'intérêt. C'est vraiment très 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 faible. Inversement, je suis une autre banque, je suis la Société Générale. J'ai en fin de journée trop de liquidités, donc je peux venir faire un dépôt auprès de la BCE. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle le taux plancher, d'accord? Le taux plancher que la BCE va me fixer, c'est moins 0,50. Ça veut dire que si je dépose 100 000 euros, je ne récupérerai pas 100 000 euros. Je récupérerai beaucoup moins, d'accord? Puisque c'est un taux négatif. Donc ça ne vaut pas tellement le coup pour une banque commerciale d'aller placer de l'argent sur les comptes de la BCE parce que comme le taux est négatif, elle récupérera moins. Alors, ensuite, les banques travaillent tous les jours entre elles à s'échanger des liquidités selon leurs besoins. Et ce taux-là s'appelle ce qu'on appelle le taux éonien. Donc ça, c'est sur le marché interbancaire, le marché entre banques. Le taux est actuellement de moins 0,46. Vous voyez, ce taux est forcément compris entre deux bornes. Ici le plancher et ici le plafond.
On ne peut pas dépasser les règles de la BCE, donc on ne peut pas dépasser les 2 taux qu'elle nous propose ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on est bien sur des dépôts à la BCE au jour le jour. Et là, c'est pareil. Donc ici, des dépôts sur le compte de la BCE à 24 heures. Et ici, la BCE nous prête pour 24 heures. Donc ici, le taux éolien concerne également 24 heures. Donc c'est les banques qui se prennent les unes avec les autres pour 24 heures. Et ce taux est compris entre ces 2 montants ici. Il y a un autre taux, ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, qui est de 0%. Ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne peut intervenir sur le marché entre les banques, le marché interbancaire, et venir proposer des liquidités. Dans ce cas-là, généralement, c'est à rembourser sur une semaine et non pas des taux à 24 heures comme ici. Donc le taux à une semaine, il est très faible, il est de 0%. On a vraiment des taux qui sont très bas au niveau de la BCE. Son but, en fait, c'est que la liquidité puisse circuler, qu'il y ait beaucoup d'argent qui circule entre les différentes banques commerciales, donc les banques qu'on appelle de second rang, et que cet argent puisse être ensuite diffusé à l'économie réelle, aux agents économiques, que ce soit les entreprises ou les ménages ou les associations, que tout le monde en profite, que cet argent circule pour qu'il y ait de la consommation pour relancer l'activité économique. Donc la BCE, en fait, a des taux qui sont quand même très bas. Moi, je suis une banque, sincèrement. Si je dépose mon argent 24 heures à la BCE et que je reçois moins, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, mon but, ça va plutôt être de prendre cet argent-là et ne pas le placer à la BCE, mais de faire des prêts à des agents économiques. Alors, à votre avis, les banques entre elles peuvent-elles se prêter à un taux inférieur à moins 0,50%? C'est impossible, puisque la borne inférieure est de moins 0,50. Donc les banques entre elles ne peuvent pas se prêter à un taux inférieur à moins 0,50. Actuellement, c'est moins 0,46. Donc là, c'est le petit jeu entre les banques, entre la Société Générale, Crédit Agricole, la BNP, ils se prêtent entre elles. Donc à des taux pour l'instant négatifs, donc vraiment ils perdent de l'argent à prêter entre elles, mais c'est quand même plus intéressant de se prêter entre banques que de faire un dépôt à la BCE parce qu'on perdra encore plus. Donc le but, n'oubliez pas, c'est que l'argent circule, qu'il puisse venir dans le circuit économique et financer l'économie réelle. Donc bref, nous avons un problème au niveau de la Banque Centrale Européenne parce qu'on a des taux qui sont négatifs. Alors si je vais sur Internet rapidement, voilà, je suis sur le site de la Banque de France et vous voyez que les taux, donc là on a le taux de ce qu'on appelle le taux de refinancement, le taux directeur, donc c'est le taux où la Banque centrale peut prêter aux banques commerciales pour une semaine. Ce taux est très bas, vous voyez 0,000. Si je remonte un petit peu dans le passé, vous voyez ici on remonte en 2008, il était à 3,75, depuis il a fait que baisser. Si vous prenez les 2 autres taux de la Banque centrale européenne, bah c'est pareil, ils n'ont fait que baisser et venir en territoire négatif. Donc retenez bien, la Banque centrale européenne peut agir sur l'économie à partir de ces 3 taux directeurs. Donc c'est le taux qu'elle prête sur une semaine aux banques commerciales. Voilà, vous avez ici. Ou alors ce taux-là quand elle prête sur une journée. Et vous avez ici, quand les banques commerciales ont trop de liquidités, elles peuvent déposer à la Banque centrale, mais elles perdent de l'argent. Voilà. Donc pourquoi les taux sont ainsi négatifs, que ce soit au niveau de la Banque centrale européenne? Tout simplement parce qu'on veut relancer l'économie. Et cela me fait penser à des choses un petit peu bizarres. Pourquoi les taux sont si bas? Tout simplement parce que ça me fait penser au crédit à la consommation des années 20 aux États-Unis, ou encore plus proche de nous, la politique de relance d'Alan Greenspan. Sauf qu'ici, on est vraiment dans des taux qui sont très bas. Voilà. Si je m'intéresse maintenant aux Américains, donc les Américains chez eux, le parallèle en fait de la BCE, ce qu'on appelle la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale américaine. Donc vous voyez là les taux par contre, ils sont entre 1,50 et 1,75. Ils sont plus élevés que les taux de la BCE. Donc ça veut dire que s'il y a une crise économique qui arrive, donc là vous voyez c'est les taux au 30 janvier 2020, la banque centrale américaine, la Fed, pourrait éventuellement baisser ses taux. Elle pourrait réussir à relancer l'économie. Si on fait passer le taux de 1,50 à 0,50, comme les taux ont baissé, les agents économiques pourront davantage emprunter, ça va relancer. Que chez nous, avec la BCE, comme les taux sont déjà très bas, les baisser, ça ne servirait plus à grand chose. Sachez aussi que le Code civil français interdit aux particuliers en fait, d'emprunter à des taux négatifs. Donc on peut aller limite jusqu'à 0, mais ça ne servirait plus à rien ensuite.
Donc, il y avait Donald Trump, vous voyez, qui en janvier souhaitait, lui, que la Banque centrale américaine baisse ses taux pour relancer une économie qui tournait déjà très bien. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Pour moi, c'était une mauvaise idée de faire ça. Donc, la BCE, pardon, la Fed, avec son président Jérôme Powell, n'a pas appliqué la demande de M. Trump et n'a pas baissé ses taux. Et c'est vraiment pour moi une bonne idée parce que là, si elle doit agir, maintenant, elle peut le faire. Elle a un levier pour pouvoir agir sur l'économie si elle le désire. Donc, quelle zone monétaire semble la mieux armée en cas de crise économique? Vous l'avez compris, c'est la zone américaine. Alors, conséquence, vu que la BCE a des taux qui sont très faibles, les banques commerciales peuvent avoir de l'argent assez facilement. Donc, cet argent-là peut être diffusé ensuite aux agents économiques et ça a surtout servi pour aller des prêts immobiliers puisque les taux étaient très bas. Voyons, pour emprunter sur 20 ans à 1,50%, ce qui est franchement très 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 faible. Donc pourquoi les banques ont-elles préféré prêter aux particuliers plutôt que de faire des dépôts à la BCE? C'est simple, si on prête à un particulier, il y aura un taux d'intérêt de 1,50, que si vous avez de l'argent et que vous venez faire un dépôt à la BCE, vous allez perdre de l'argent. La banque commerciale va perdre de l'argent. Donc elle avait tout intérêt, s'il y avait beaucoup de liquidités en caisse, à venir le diffuser à l'économie. Conséquence sur les prix de l'immobilier, forcément les prix de l'immobilier ont tendance à grimper puisque l'argent est facile, ceux qui vendent les appartements, les maisons, vont avoir tendance à faire monter les prix. Alors, vous voyez, on a encore une fois ici un petit déséquilibre, je dirais, entre l'économie, entre la finance. La finance a tendance, avec de l'argent facile, à faire monter les prix, alors que derrière, la situation économique d'une majorité de Français ne permet pas d'acquérir, ou alors il faut faire des emprunts. Ce qui explique que derrière, vous avez eu la crise des gilets jaunes. Vous voyez, où les prix augmentent, mais les salaires n'augmentent pas vraiment. Donc, on va encore une fois avoir un décalage entre la bulle immobilière et l'économie réelle. Imaginons qu'une crise survienne. Donc, nous sommes ici début mars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux outils pour se défendre. Donc, on pourrait utiliser l'arme monétaire ou l'arme budgétaire. Si je prends par exemple pour le premier outil, ce qu'on appelle l'outil monétaire, je pourrais faire une relance monétaire. Mais attention, la France a transmis son pouvoir monétaire en fait à la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, si elle baisse ses taux, elle ne va pas baisser ses taux uniquement pour la France. Elle va baisser ses taux pour son taux directeur pour l'ensemble de la zone euro. D'accord? Donc il faut que nos partenaires, les autres grands pays, les autres grandes banques de chaque pays, donc les banques centrales de chaque pays, donc la Banque de France par exemple ou la Banque d'Allemagne, se mettent d'accord pour que la Banque centrale qui est juste qui est au niveau au-dessus baisse les taux pour l'ensemble de la zone ou les augmente, ça dépend de la situation. Donc la France a perdu cet outil monétaire, c'est la BCE qui peut agir pour l'ensemble des pays qui sont sous son autorité. On a en fait un deuxième outil, c'est ce qu'on appelle l'arme budgétaire. Dans ce cas-là, la France, par contre, a encore sa souveraineté budgétaire. La France peut décider d'une baisse des impôts. La France peut décider, je ne sais pas, d'augmenter le salaire des fonctionnaires, de lancer des grands travaux publics, je sais pas moi, de la construction d'universités, je ne sais pas, elle peut lancer des grands travaux, d'améliorer les hôpitaux. Tout ça, elle peut le décider, de faire des dépenses. Le problème, c'est qu'on est quand même limité. Vous voyez, c'est juste ici en dessous, on a quand même la règle des fameux 3%. Et ça, c'est contrôlé au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne. La France ne fait pas ce qu'elle veut non plus au niveau budgétaire. On fait partie de l'Union européenne, donc on a des règles à respecter. Et il ne faut pas qu'on ait des déficits excessifs. Donc vous voyez, on dispose toujours de cette arme, mais cette arme-là est tout de même bien contrôlée. Alors ça veut dire qu'on a en fait deux organismes qui sont au-dessus sur de la France. La Banque centrale européenne qui va disposer de l'outil monétaire. Et on a ensuite une relance qu'on peut effectuer grâce au budget, grâce aux dépenses budgétaires. La France peut le faire, mais attention, on a l'Union européenne à qui il va falloir venir rendre des comptes et à travers elle, la Commission européenne. Donc on n'est plus libre vraiment d'agir comme on veut pour effectuer une relance. Alors voilà, c'est effectif, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le Brexit. Alors, cette décision a été prise le 31 janvier 2020. Alors, il y a longtemps que ça traînait, mais officiellement, la Grande-Bretagne a décidé le 31 janvier 2020 de sortir de l'Union européenne. Un délai de 11 mois va ainsi être accordé à partir du 31 janvier
pour pouvoir établir des négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne pour savoir comment sortir, quelles vont être les conséquences économiques de cette sortie. Alors pourquoi? Parce que cela va beaucoup gêner les entreprises. Alors j'avais trouvé sur Mon Financier un article justement qui parlait des entreprises, parce qu'apparemment pour l'instant la Grande-Bretagne ne cherche pas à négocier un délai supplémentaire, elle veut négocier dans ces 11 mois pour pouvoir sortir, et ça pose beaucoup de soucis au niveau des entreprises. En effet, par exemple, quand on commerçait avec l'Angleterre, il n'y avait pas de droit de douane. Maintenant, le fait qu'elle ne fasse plus partie de l'Union européenne, il va falloir envisager des droits de douane. Alors, la Grande-Bretagne ne voulait pas de ces droits de douane. Elle voulait garder en fait les avantages, vous voyez ce qui est marqué ici, ne plus avoir les contraintes d'être dans l'Union européenne, c'est-à-dire, par exemple, apporter sa contribution au budget européen. Donc, il va aussi y avoir une frontière avec la Grande-Bretagne. Donc, des douanes vont être installées. C'est pareil, les Britanniques pouvaient, au niveau financier, facilement réaliser des opérations financières avec l'Union européenne. Maintenant, pour le faire, il faudra qu'elle dispose de ce qu'on appelle le passeport financier. Alors, une autre conséquence, par exemple, au niveau du commerce, alors par exemple pour la pêche, il faut savoir que beaucoup de pêcheurs français vont pêcher dans les eaux britanniques car elles sont plus poissonneuses que les eaux françaises. Comment on va faire maintenant pour pouvoir aller pêcher dans les eaux britanniques s'il n'y a pas d'accord? D'accord? Donc ça va être une négociation donnant-donnant. Donc du coup, vous voyez bien qu'avec la crise économique qui nous tombe dessus, ça va encore rajouter des problèmes au niveau européen. À côté, on pourrait dire que les Américains rigolent peut-être de cette situation. Il y a forcément d'autres raisons qui nous font craindre une crise économique, par exemple les relations très tendues entre la Chine et les États-Unis. Alors nous verrons ça forcément quand nous aborderons le thème du programme lié au commerce international. Toutefois, ce gros problème de relation entre ces deux grands acteurs économiques pourrait avoir des conséquences économiques mondiales. Autre problème actuel, juste avant la crise, donc nous sommes en mars, avant le 11 mars 2020, il y avait aussi une grosse bulle sur les actions. Les actions ont tendance à monter. N'oubliez pas aussi que la valeur des actions est aussi liée au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étant très faibles, cela explique que les valeurs des actions ont tendance à monter. D'un autre côté, on nous annonce aussi une crise économique qui pourrait arriver et actuellement, les actions ont encore tendance à monter. Vous voyez, les marchés financiers, aujourd'hui au mois de juin 2020, sont encore une fois déconnectés de la réalité économique, alors que la crise s'annonce, qu'on entend que beaucoup d'entreprises vont licencier, que des grandes entreprises connues de tout le monde sont en difficulté. Ça n'empêche pas la bourse, en fait, le marché des actions ou des obligations de monter. Donc on a encore une fois une sorte de bulle en train de se créer. Autre souci, les grands groupes français sont fortement endettés. Les entreprises sont très endettées. Alors non seulement on peut remarquer qu'actuellement les États s'endettent énormément, mais les entreprises, donc le privé, s'endettent encore plus. Donc on a une question juste en dessous. Que pensez-vous de la situation économique de notre pays début mars 2020? Forcément, c'est pas très glorieux. J'ai mis la réponse ici. On n'arrive pas à la voir. Je vais régler le problème tout de suite. Voilà. Alors, la dette publique est forcément très élevée, ce qui pourrait limiter une tentative de relance budgétaire en cas de difficulté. C'est pareil pour les entreprises. La politique monétaire n'est plus dans les mains de nos dirigeants. Et enfin, des bulles sont en train de se créer, que ce soit la bulle immobilière ou la bulle boursière. Encore une fois, il y a une déconnexion entre l'économie réelle, ça retenez-le bien, et puis l'économie financière, entre le monde de la finance. Grand 3, le facteur déclenchant de la nouvelle crise économique. Alors ici, ça va être un problème sanitaire, le virus Covid-19, qui va venir impacter l'économie. Alors pourquoi j'ai impacté l'économie? Tout simplement parce que cette pandémie va obliger plusieurs pays, et notamment la France, de venir fermer, je dirais, le robinet économique, de prendre des mesures de confinement. Donc M. Macron va décider de fermer les restaurants, tout ce qui est non essentiel à la vie de la nation, vous voyez, tout va être fermé, et ce pendant à peu près 2 mois.
Donc, en conséquence, vous voyez, l'économie française va être totalement à l'arrêt. C'est l'État qui intervient dans le domaine du privé, et du public également, mais surtout dans le privé, pour interdire que les magasins ouvrent. D'accord? Donc, cette intervention, vous voyez, ça va être facteur de crise économique, mais contrairement à la crise de 1929, et ça, je vous demande de le retenir, en 1929, c'est le moteur de la voiture qui a explosé, alors qu'ici, en 2020, on a retiré la batterie de la voiture. C'est l'État qui a arrêté volontairement l'économie. Essayez de retenir cet exemple pour le mettre par exemple en introduction d'une dissertation, car c'est vraiment très parlant. Et vous voyez, toute l'économie va être ainsi touchée. Construction, industrie, services non marchands, agriculture, pêche, l'économie va être totalement à l'arrêt. Voilà, si je prends un exemple ici, par exemple Disney qui emploie beaucoup de saisonniers, bah forcément ne va pas employer ces personnes et elles vont se retrouver au chômage. Le chômage va exploser. Les entreprises vont se retrouver avec un manque de trésorerie. En effet, elles ont toujours des charges à payer, par exemple le loyer de leur local commercial. Or, elles ne réalisent plus de ventes, donc elles vont avoir des gros problèmes de trésorerie, des gros problèmes financiers. Ce qui va pousser forcément l'État à devoir intervenir une nouvelle fois dans l'économie. Nous sommes vraiment dans des situations de marché administré. On est toujours dans une économie de marché, mais de plus en plus, l'État intervient, notamment ici pendant cette pandémie. Alors, partie 5, les mesures de soutien à l'économie mises en place par le gouvernement français. Alors forcément, le chômage risque d'exploser et pour éviter que les personnes soient vraiment licenciées, l'État va intervenir pour essayer de les mettre ce qu'on appelle au chômage partiel. Donc, le chômage partiel va être fortement utilisé dans le privé et c'est l'État qui va venir aider au financement de ce chômage partiel. Alors forcément, vous voyez, les milliards ici qui vont être dépensés pour le chômage partiel, ça va encore une fois impacter le déficit budgétaire français et la dette publique, puisqu'il va falloir trouver un financement pour assurer justement le paiement de ce chômage partiel. Il y aura aussi des aides apportées aux petites entreprises. Alors c'est ce qu'on appelle le fonds de solidarité pour aider les petites entreprises. Alors ce fonds est compris entre, vous voyez, 1500 € ici. Ça peut aussi, après c'est passé à 2000 € jusqu'à 5000 €. Alors c'est vraiment pour aider les petites entreprises qui verraient leur chiffre d'affaires fortement baisser entre l'année passée, entre la période avril 2019 et la période avril 2020. D'accord? Donc l'État pourra apporter une aide financière. Alors c'est pas grand chose, c'est que 1500 €, c'est déjà ça, mais c'est forcément insuffisant pour venir en aide aux toutes petites entreprises. Il y aura également le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État. Alors c'est pas vraiment l'État puisqu'il s'agit en fait de la BPI, la Banque publique d'investissement, alors qui forcément fait partie de l'État. Donc la BPI, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement proposer en fait aux banques commerciales, donc aux banques qui traitent en fait avec les entreprises, de prendre le relais. Si jamais l'entrepreneur n'est pas capable de rembourser l'emprunt qu'il aura fait auprès d'une banque commerciale, c'est la BPI qui viendra rembourser cette dette. Alors forcément, je vous ai mis un petit tableau. Alors les taux d'intérêt, alors la première année de remboursement, attention, de remboursement, parce que la première année, donc imaginons vous êtes une entreprise, vous êtes en grosse difficulté financière, vous n'avez plus assez de trésorerie pendant cette période du Covid, donc vous vous dirigez vers votre banque, vous demandez à avoir un prêt. Ce prêt, la banque au départ ne veut pas vous l'accorder, donc vous allez constituer un dossier. Ce dossier va être envoyé à la BPI et la Banque publique d'investissement apportera un retour à la banque commerciale, donc peut-être, je ne sais pas, le Crédit Agricole, la BNP et la Société Générale, et cette banque vous accordera dans ce cas-là ce prêt. Alors ce prêt, la première année, vous ne le remboursez pas, vous commencez à le rembourser la deuxième année avec des taux d'intérêt, vous voyez, relativement faibles, du 0,25%. Ça va vraiment vous donner pas mal d'air en fait dans cette période très compliquée, puisqu'on va vous donner un prêt et ce prêt vous permettra de faire redémarrer votre activité sans pour autant commencer à le rembourser immédiatement. Il faudra attendre l'année suivante pour rembourser ce prêt. Les intérêts sont également très bas. Voilà, les conséquences de cette intervention gouvernementale, vous en doutez bien, ce qu'on verra un peu plus tard,
le déficit français va plonger. On va vers un déficit abyssal. L'actualité, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en grosse difficulté. Par exemple Airbus, Renault. Pour revenir sur ce prêt garanti par l'État, ce fameux PGE, et ici garanti par la Banque publique d'investissement, donc qui représente l'État, si jamais l'entreprise fait faillite ou ne parvient pas à rembourser ce prêt auprès de la banque commerciale, c'est l'État, par l'intermédiaire de la BPI, qui se portera caution, qui remboursera à sa place. Pour soutenir l'économie, l'État, c'est-à-dire le contribuable d'aujourd'hui ou de demain, va dépenser 450 milliards d'euros pour l'aéronautique, l'automobile, le tourisme ou encore pour le paiement du chômage partiel. Cet argent va être intégralement emprunté. Du coup, la dette va exploser. Est-ce que c'est grave? Comment l'État va-t-il rembourser cette dette? Déjà, il faut savoir que la dette de l'État est passée de 100% du PIB ici, début 2020, à environ 120% du PIB en juin 2020. Cela veut dire que chaque Français, si l'économie s'arrêtait aujourd'hui, si l'État devait tout rembourser aujourd'hui, devrait verser 39 000 euros. Si l'on divise la dette par le nombre de Français, chaque Français devrait payer 39 000 euros. Donc c'est une dette qui est indispensable. On a eu besoin pour résoudre le problème de la pandémie, pour relancer l'économie, mais un jour ou l'autre, il faudra forcément la rembourser. Comment allons-nous faire pour la rembourser? Alors, il y a plusieurs solutions. La toute première, c'est celle d'augmenter par exemple les impôts. Alors, augmenter les impôts, si on augmente les impôts maintenant, le problème, c'est que cela va stopper la relance économique, cela va réduire la demande et donc fragiliser l'économie. Une autre solution serait par exemple de laisser grimper l'inflation, de laisser partir l'inflation. Car si l'on crée de l'inflation, les prix vont augmenter, l'État recevra donc plus de TVA, ça veut dire plus de recettes fiscales, donc ces recettes vont augmenter, son budget va augmenter, et ainsi, il sera en mesure de rembourser, alors que la dette, en fait, elle n'aura pas bougé. Il n'y a pas d'inflation sur la dette. Mais le problème, c'est qu'on ne crée pas comme ça de l'inflation du jour au lendemain, et cela ne dépend pas du gouvernement français. C'est en effet la BCE qui a en main l'arme monétaire, la politique monétaire. En France, les prix ne sont pas administrés, cela veut dire que ce n'est pas l'État qui fixe les prix des produits. Alors, comment faire si on ne veut pas passer par l'inflation, si on ne veut pas passer par l'augmentation des impôts? Il y a une troisième solution, demander de l'aide à la Banque centrale européenne. En effet, l'État français compte sur la BCE. Il faut savoir qu'elle rachète aujourd'hui massivement la dette française avec des taux d'intérêt qui sont très bas. Alors attention, quand je dis racheter de la dette française, c'est racheter des OAT qui sont sur le marché secondaire. En effet, la BCE n'a pas le droit d'acheter directement de la dette qui vient d'être émise par l'État français. Elle peut simplement racheter de la dette sur le marché secondaire, le marché de l'occasion. Alors, on peut aussi dire que pour beaucoup d'économistes, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il faudra tout de même rembourser. Et pour rembourser, on passera soit par une hausse des impôts, ou alors une baisse des dépenses publiques afin de réduire les déficits. Mais pour l'instant, en 2020 et à mon avis pour les quelques années qui vont arriver, l'État français compte beaucoup sur la BCE et sur notamment une politique de taux d'intérêt très faible. Comme vous allez pouvoir le constater à partir de cet article qui provient de Mon Financier en date du 26 juin 2020, les marchés ne sont plus totalement libres. Ils sont en fait administrés par les banques centrales. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous montrer que très proche de chez nous, il y a des entreprises qui sont en grosse difficulté par manque de trésorerie et que certaines
ont été mises en liquidation judiciaire.